Si vous êtes un gros joueur de MMO, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en ce moment, il y a un événement sur World of Warcraft. Revivre la Pandarie en accéléré pendant 3 mois. Elle est pas belle la vie? Mais si vous êtes un joueur occasionnel, peut-être bien que vous avez du mal avec le système d'abonnement de WoW. Dépenser 13€ par mois pour un jeu que vous avez déjà payé plein pot, ça incite à jouer rigoureusement pendant cette période, et peut-être bien que ce n'est pas le genre de détente que vous recherchez. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Rift? Rift est l'un de ces nombreux MMO qu'on a autrefois qualifié de WoW killer. J'y ai moi-même joué à une période où je voulais pas payer un abonnement et j'ai l'impression que beaucoup d'autres ont fait de même. Alors pourquoi est-ce que Rift n'a pas détrôné WoW? Trion World est une société américaine fondée en 2006 par 2 hommes. Le premier est Lars Butler, l'ancien vice-président de Global Online pour Electronic Arts. On parle donc d'un gars qui a déjà géré des jeux en ligne pour l'éditeur principal de jeux de l'époque. Le second est John Van Caneghem, l'homme qui a fondé New World Computing en 1983, société à l'origine des jeux Might and Magic. En 1996, John vend sa société à 3DO pour 13 millions de dollars et rejoint 3DO en tant que président avant que la société ne fasse faillite en 2003. Pour les amoureux du jeu de rôle, Might and Magic a ensuite été racheté par Ubisoft pour un modeste million. Mais le petit John persiste dans l'industrie et devient producteur exécutif chez NCSoft. Même quand je cherche à fuir l'industrie coréenne des MMO, elle finit toujours par me rattraper, c'est abusé. Il n'y reste qu'un an avant de fonder Trion World avec Lars donc. Ils annoncent alors le développement de 2 MMO. Un MMORTS en partenariat avec Petroglyph, un autre studio, et un MMORPG, Heroes of Telara. Peu de choses sont révélées, mais Trion World promet déjà que son MMORPG permettra aux joueurs de forger chaque jour leur propre légende, au cours d'une quête immuable de l'inconnu, dans un monde épique en perpétuelle évolution. Profitant de l'euphorie de l'E3 2009, Trion dévoile une première bande-annonce. Les quelques informations révélées ne piquent pas plus que ça la curiosité des joueurs de l'époque. Encore un MMO dans un style médiéval fantastique où le joueur doit sauver le monde face à des forces maléfiques. Ce qui intéresse déjà nettement plus, c'est quand Trion recrute David Red et Scott Hartzman. David a géré le lancement occidental d'Ion. Non vraiment, les Coréens sont partout à ce point. Scott, lui, est l'ancien producteur senior d'EverQuest 2. De beaux noms donc, pour rassurer la communauté et continuer à faire grimper les attentes. En avril 2010, le jeu change officiellement de nom pour devenir Rift, Plains of Telara. Ça y est, les failles entrent dans l'équation. Il sera possible d'ouvrir des failles vers d'autres plans, offrant l'accès à des contenus inédits, encourageant la coopération entre joueurs. L'équipe de développement entend redonner un véritable sens à l'exploration et à la notion d'aventure dans les MMO. Selon Nick Beliaeff, il ne s'agit plus simplement de dire « J'ai déjà exploré cette zone et je sais exactement quel monstre je risque de retrouver ici ». Avec les failles, la vraie question devient « Qu'y a-t-il ici aujourd'hui? Qui trouverai-je demain ?» Des journalistes sont enfin en mesure de mettre les mains sur le jeu qu'ils trouvent graphiquement somptueux, vantant le fait de pouvoir se déplacer dans l'univers sans écran de chargement. Mais encore une fois, ce qui intéresse surtout, ce sont les rifts. Si le reste du jeu se compose du b.a.-ba des MMO, reprenant même un système de factions, les rifts sont le point vendeur. Les journalistes y décrivent que certaines classes peuvent déchirer ces fissures pour que le rift s'ouvre dans une explosion soufflant les joueurs. Ce qui plaît beaucoup, c'est que ces rifts sont très visibles et invitent les autres joueurs présents partout sur la map à rejoindre l'action et à s'entraider. 2 mois plus tard, c'est le concept des classes qui se détaille. Si un joueur commence par le choix d'une vocation comme on en a l'habitude dans d'autres jeux, un arbre d'âme permet de piocher des compétences dans 3 archétypes pour forger une classe à son image. En août, Trion World révèle que sur les 100 millions de dollars levés lors de la création du studio, 50 sont destinés au développement de Rift. Le président Lars précise que Rift, Plains of Telara est d'ores et déjà un projet particulièrement ambitieux, fort de plus de 50 millions de dollars investis dans son développement, qui entend rivaliser en qualité avec l'expérience des jeux vidéo solo, et que, tôt ou tard, toute l'industrie du MMO sera contrainte d'adopter cette même voie. Encore une fois, il voit les choses en grand chez Trion. L'opération marketing se poursuit avec des bandes dessinées. Si elles sont disponibles gratuitement en ligne, l'achat d'une version physique donne accès à une invitation aux phases de bêta. S'enchaînent aussi des vidéos sur la composition des musiques. Ici, Yanis Brown et Inon Zur sont mis en avant. Mais surtout Inon, puisqu'on parle tout de même du gars qui a composé la musique de Crysis, EverQuest 2, Fallout 3, New Vegas 4 et 76, Dragon Age Origins, Dragon's Dogma et récemment Starfield. Ouais, un petit gars pas très connu donc. 3 fois rien. En décembre 2010, une première bêta prend finalement place, date à laquelle on apprend aussi qu'Ubisoft distribuera le jeu en Europe. Annonce inquiétant la communauté puisqu'Ubisoft est réputé pour ses ajouts de DRM intempestifs. Mais Trion se veut rassurant, un DRM ne ferait aucun sens sur un MMO, et Ubisoft ne se charge que de la distribution.
tout le monde peut respirer. À l'issue de différentes phases de bêta, l'annonce tombe enfin. Rift sortira le 4 mars 2011. Son prix est similaire à ce qui se fait du côté de la concurrence. 50$ pour la version standard, 60$ pour la collector digitale, 80$ pour la physique. Ajoutez à l'achat de base un abonnement mensuel à 13€ avec des offres spéciales pour les premiers acheteurs. En amont de la sortie, on a encore eu le droit à une interview sur les Rift. Et je trouve que la fin de celle-ci englobe parfaitement ce qu'aspire à être Rift. Les MMO sont propices aux moments mémorables, et l'objectif de ces failles consiste précisément à créer tous les jours de tels moments épiques, susceptibles de marquer l'esprit des joueurs. À quelques semaines de la sortie, Trion World se targue d'1 million de comptes enregistrés pour le jeu. Pas de précommande, hein, des comptes sur leur site. Autant dire que ça veut tout et rien dire à la fois. À sa sortie, Rift est très bien reçu par les critiques. Fluide, beau et étonnant pour un premier MMO, il y a très peu de bugs. Le jeu reste du côté très classique des MMO médiévaux, mais est bon élève. On le positionne donc comme un concurrent sérieux à Warcraft. Rated T for Teen. Pre-order at riftgame.com. Des joueurs émettent tout de même des doutes. Le jeu n'est pas mauvais, mais ne transcende rien non plus. Donc, pourquoi quitter toute sa communauté pour passer sur un MMO si similaire? Une interview donnée par la suite par Scott Hartman répond à ce point. Il y a un prix à payer pour l'innovation dans les MMORPG fantasy. Si vous ne proposez pas assez d'éléments semblables à ce que fait la concurrence, en un sens, les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas comme dans les autres MMO sont rapidement considérées comme cassées, même si tout fonctionne bien. Ce qui signifie concrètement que ce qui est trop inaccessible ne peut pas attirer et retenir une audience suffisante. Et malheureusement, ça signifie aussi votre mort. Est-ce réellement ainsi que le monde fonctionne? Je crois que nombre d'entre nous espéreraient un peu d'indulgence en la matière. Mais les sorties de ces dernières années ont conforté les développeurs dans cette idée. Avec ce principe en tête, il a fallu trouver un juste équilibre entre les nouveautés et ce dont les joueurs ont déjà l'habitude. Pour les failles par exemple, il explique que lors des premières alphas, les joueurs ne parvenaient pas toujours à discerner le contenu statique de celui dynamique. Donc à la disparition des éléments de faille, les joueurs pensaient à un bug. Trion a donc dû revoir son système, sacrifiant des éléments et tentant de rendre le tout plus didactique. Côté marketing, on continue à narguer WoW avec des publicités faisant clairement référence. En juin 2011, soit 3 mois après sa sortie, l'annonce officielle du million de copies vendues tombe. Et en novembre 2011, Rift est récompensé du GDC Online Awards aux côtés de Minecraft. Tout semble bien aller pour Trion, qui affirmera même un mois plus tard que Rift ne passera pas en free-to-play, car plus que rentable en l'état. En janvier 2012, il révèle avoir généré un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars avec Rift pendant ses 10 premiers mois d'exploitation. Pourtant, en janvier 2013, on apprend le départ de Scott Hartman, l'un des pionniers de Rift. Et 4 mois plus tard, l'annonce est postée. Rift va passer free-to-play. L'équipe explique vouloir s'aligner avec ce qui se fait actuellement en Occident. Un jeu gratuit à l'accès, mais avec un abonnement optionnel ainsi qu'une boutique en ligne. Ainsi, en 2013, le nouveau directeur créatif de Rift annonçait: l'abonnement imposé est en passe de disparaître du marché, remplacé progressivement par le free-to-play et les abonnements optionnels qui ajoutent une réelle valeur ajoutée. Faudra faire passer le message à WoW et FF14 dans ce cas. Qu'ils ont toujours pas eu la note, hein. Une décision pareille peut paraître anodine, mais tandis que certains se réjouissent à l'idée de pouvoir tester un MMO dans lequel ils souhaitaient pas investir, d'autres s'imaginent immédiatement le pire. Passer en free-to-play signifie pour beaucoup de joueurs que le jeu n'est plus rentable car moins peuplé. Un MMO avec peu de joueurs est associé à un MMO en fin de vie. Et personne ne souhaite s'investir dans un MMO qui risque de fermer sous peu. Associé à ça qu'un mois plus tôt, des serveurs avaient été fusionnés et vous renforcez cet a priori de population déclinante. Et c'est comme ça que vous entrez dans un cercle vicieux. Vous donnez l'impression d'avoir moins de joueurs, donc moins de joueurs rejoignent votre jeu, ce qui diminue votre population et continue à pousser cette impression de serveur vide. Les rumeurs de perte de vitesse au sujet d'MMO ont la fâcheuse tendance à précipiter leur chute. Et croyez-moi, Trion faisait tout pour amplifier les rumeurs. 2 jours après l'annonce du passage en free-to-play, on apprend qu'une vague de licenciements va avoir lieu. Mais sinon, le passage en free-to-play, c'est uniquement pour construire avec vous le futur des jeux en ligne. On vous jure, hein. Jusqu'alors, le jeu était très apprécié pour ses mises à jour majeures régulières. Mais les joueurs constatent une baisse de rythme dans ses updates. Trion tente de rassurer en promettant une reprise d'un rythme soutenu avec l'approche de sa version 3.0 qui sort le 22 octobre 2014. Et devinez quand est sortie la 3.1 ? Le 28 janvier 2015. Pas sûr que ce soit la définition de rythme de mise à jour soutenu qu'avaient en tête les joueurs. Il faudra attendre novembre 2016 pour la 3e extension du jeu avec Starfall Prophecy. Et là, vous pourriez vous dire qu'on a peut-être perdu en vitesse, mais comment ? Les extensions continuent à voir le jour et Trion reste fidèle à sa vision. Novembre 2018, Trion Worlds est racheté par Gamigo qui licencie la majorité des employés. Vous dites que ça sent le sapin ? Mais non, voyons. Regardez, Gamigo promet une grande mise à jour pour début 2022. Bon, ok.
oubliez début 2022. Mais en avril, ce sera du lourd, on vous jure. Ok. Peut-être bien que la dernière news de mise à jour que j'ai trouvée date de juillet 2018, avec la 4.5. Tous les patchs suivants ne sont même pas numérotés. Je pense qu'on peut donc officiellement annoncer l'arrêt de développement sur Rift. Sur la version Steam, on a en moyenne une centaine de joueurs en journée avec des pics pouvant avoisiner les 200 en soirée. Ces chiffres rassemblent les serveurs européens et américains et il convient de noter que le launcher peut être téléchargé en direct. Sur Steam, on part sur des évaluations récentes moyennes mais tirant sur le positif sur la durée. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit d'explorer avec moi le WoW Killer de 2011 ? Rift est un jeu disposant d'énormément de quêtes. Peut-être même un peu trop pour réussir à en suivre l'histoire, mais ça, on en reparlera après. Dans les médias, il y a quelques entrées officielles sur le site, mais surtout un wiki et des résumés faits par des fans pour narrer la naissance de Tellara, le monde de Rift. Il y a des milliers d'années, Tellara et les créatures la peuplant ont été façonnés par des dieux, à un point de rencontre sans précédent des plans élémentaires. Tellara fut longtemps une terre de paix et d'abondance où les habitants de ce monde conversaient avec leur créateur. La paix fut brisée quand la tempête sanglante déferla. Cette tempête était la volonté de dieux maléfiques qui prirent la forme de dragons pour semer mort et dévastation. Après des années de guerre, les dieux de la tempête sanglante commencèrent à s'entre-déchirer, voulant chacun posséder ce nouveau monde, offrant l'opportunité aux habitants de les enfermer dans les plans. Les dieux de Tellara joignirent leurs forces sous le nom de veilleurs et mirent en place des barrières pour garder la tempête scellée. Mais Regulus, le dieu de la mort, les fragilisa. Depuis, des failles apparaissent, laissant s'échapper des monstruosités des plans. Certains habitants de Tellara prirent le nom de gardiens. Ils gardent leur allégeance envers les veilleurs, espérant toujours qu'un jour ils les sauveront. D'autres rejoignirent les renégats. Persuadés que les anciens dieux les ont abandonnés, ils développent la technologie nécessaire pour se défendre seuls. We are the chosen. We are the powerful. We are the ascended. Lancer le jeu via Steam vous ouvrira le launcher officiel. Launcher qui par défaut vous met sur serveur US alors qu'un serveur européen est bien disponible. Mais alléluia, pas de patch successifs à installer. On va pouvoir directement cliquer sur jouer. J'ai parlé trop vite. Avant que vous n'ayez le droit à un quelconque menu, une cinématique doublée en français, mais sans aucun sous-titre débute. Heureusement, Rift ne fait pas partie de ces jeux qui s'exécutent à 100% du volume sonore du PC, ruinant votre audition au passage. Mais par défaut, c'est toujours mieux d'activer les sous-titres. Question d'accessibilité, en plus de prendre en compte les joueurs qui auraient de mauvais réglages sonores. Les dieux ont fait les comptes, renégat. Moi, je te règle le tien. Nous voici finalement sur l'écran d'accueil et prenez note de ce petit bouton dédié aux add-ons. J'en ai trouvé aucun de réellement pertinent, mais ça rappelle quelqu'un. En créant votre personnage sur Rift, vous avez donc accès à deux factions. Les gardiens, qui œuvrent selon la volonté des veilleurs, et les renégats, qui s'en sont détournés. Ah, mais je vous le dis tout de suite, si vous avez déjà joué à WoW, vous allez sans cesse avoir des impressions déjà vues. Chaque faction dispose de 3 races. Du côté des gardiens, on a les humains, les hauts elfes et les nains. Côté renégats, les humains, les Kellari et Bami. Donc oui, c'est sensiblement la même chose. Juste, côté gardien, on ne connaît pas le soleil, alors que côté renégat, le must c'est d'avoir une peau tirant sur le violet. Chaque race a quelques capacités qui lui sont propres, donc la logique voudrait qu'il faille choisir sa race en fonction de son build souhaité. Mais au vu des avantages, je pense qu'on peut s'en passer. Une fois une race sélectionnée, le jeu vous laisse choisir entre 5 classes, dont une premium. Guerrier, clerc, mage, voleur ou primaliste. Mais vous aurez remarqué que chacune de ces classes peut assumer 4 rôles différents. Tank, dégâts, soins ou assistance. C'est parce que sur Rift, tous les guerriers ne sont pas des tanks, tandis que tous les clercs ne sont pas des heals en jupette. Le choix de compétences est tel que vous pouvez vous orienter vers une bulle de tank ou heal sur un même personnage, et en changer à loisir.
On en reparle une fois en jeu. Votre classe sélectionnée, vous pouvez choisir le rôle qui vous intéresse le plus pour débuter, en notant encore une fois que certains sont payants. Personnellement, je suis partie sur Kellari parce que j'ai souvenir d'avoir joué il y a longtemps sur la carte des gardiens. Et j'ai pris voleur puisque c'est la classe qui par défaut dispose d'un familier. Plus qu'à choisir mon rôle donc et... Harceleur? Ah ouais. Partons sur pisteur, hein. Nous voici finalement sur l'écran de personnalisation. Oh mon Dieu, des curseurs non numérotés partout! La personnalisation sur Rift n'est pas si mal que ça. Juste que j'ai aucune envie d'y passer du temps avec ces absences de preview. Les corps des personnages sont standards. Vous ne pourrez modifier que votre bouille, mais pas de panique. Vous serez bien assez vite caché sous un casque de toute manière. En tout cas, j'espère que vous avez pris le temps de régler vos paramètres sur l'écran d'accueil. Puisqu'aussitôt votre personnage validé, le jeu s'introduit au travers d'une autre cinématique. Nous n'avons pas pu les arrêter. Sans élus, nous ne pouvions faire face. Je n'ai pas pu faire face. Les gardiens nous qualifièrent d'hérétiques, détruisirent nos machines et nous laissèrent seuls face à nos ennemis. Les créatures venues des failles envahirent notre planète. Elles anéantirent les gardiens. Et par la suite, Telara tomba sous leur coup. Cette tragédie fut ponctuée par le réveil du démon suprême. Régulos le destructeur, sans personne pour le combattre. Il dévora tout sur son passage. Mais il reste toutefois un dernier espoir. Nous, les survivants, avons su résister et avons réussi à créer un nouvel être élu. Vous êtes notre ultime sauveur, renégat. Le destin de Telara est entre vos mains. Vous devez réussir. Utilisez les touches ZQS. Ok, l'agression sonore. Bon, alors attendez. Parce que la madame hurle les tutos, ça d'accord. Mais on a aussi droit à des bonus, il semblerait. En quel honneur. Bonus, je le précise, qui ne sont pas indiqués en tant que buff sur mon personnage, donc j'ai strictement aucune idée de combien de temps ils sont restés. Comme dans la plupart des MMO modernes, ZQSD pour se déplacer, clic gauche pour tourner la caméra sans le personnage et clic droit pour tourner son personnage avec. Les deux clics enfoncés pour avancer devant soi. Mais bon, faire un sans faute dès le début, ce serait trop simple. Donc, bien entendu, le jeu n'a pas détecté que je ne jouais pas sur Azerty et il a fallu que je remappe. Le menu de raccourci est simple et bien fait, donc heureusement, ça a été rapide. Ignorez le doux ronronnement des moteurs et arcs électriques et concentrons-nous sur les indicateurs de quête qu'on doit mémoriser aujourd'hui. Y a que les icônes basiques. Pas celle des quêtes répétables ou autres, donc on improvisera. J'observe un peu les alentours et... Oh! Ça je m'en souviens. Rift a un système de collection. En gros, vous pouvez trouver des items à ramasser un peu partout et les réunir mais à jour votre collection, vous débloquant des récompenses quand vous finissez une section. C'est un détail, mais ça aide à s'investir dans les zones qu'on explore en essayant d'y trouver tous les collectibles. Bon, dans l'immédiat, y a pas grand monde en ligne. Mais faut se dire que ces items ont un temps de spawn, donc si quelqu'un sur votre serveur le ramasse, il faudra repasser plus tard en espérant qu'il soit réapparu et que personne ne l'ait pris entre-temps. Je me souviens clairement arpenter les zones à des moments de la journée où les serveurs étaient moins peuplés, dans l'espoir de trouver les objets qui me manquaient. Mais bref, revenons-en à l'introduction. Je vais pour parler à mon premier donneur de quête, mais il se trouve que j'ai du courrier. Votre récompense Trove? Bon, j'imagine que j'avais joué à Trove sur ce même compte Steam, et comme Try and Word gérait aussi Trove, ça m'a envoyé des récompenses qui traînent dans cette boîte depuis 5 ans. Écoutez, il me donne une monture, je vais pas cracher dessus. Bon, par contre la capimonde c'est non. J'ai aussi droit à une clé de dimension, mais ça, on l'utilisera quand le jeu m'introduira au système de housing. Ok, ça commence à faire beaucoup, donc est-ce qu'on peut finalement la prendre, cette première quête? Je suis donc un être ayant vu le jour dans cette usine alors que la fin du monde est proche. Le but ici, c'est de me renvoyer dans le passé pour que je puisse aider à éviter cette timeline. Toute l'intro se passe dans le futur pour présenter les différentes forces qui risquent d'annihiler Telara si on ne fait rien. L'interface de Rift peut faire un peu lourde et datée, mais on y retrouve toutes les fonctionnalités essentielles, bien rangées et lisibles. Ma classe de voleur dispose d'un pet qui en l'occurrence peut me servir de tank, tandis que je canarde l'ennemi à distance. Ce faisant, j'accumule des points de combo que je peux dépenser dans des attaques plus puissantes. Simple, mais efficace. Petit détail cool, j'ai aussi des dagues d'équipés et mon personnage switch dessus quand je me retrouve au cac. Cette zone de départ fourmille de petits ennemis pour s'entraîner. Mais même si vous agressez un élite, pas de panique. Reculez jusqu'aux PNJ, qui se feront une joie de vous aider à tuer le géant et le looter. Et voilà, ma première quête d'accompli. Vous pourrez noter que les joueurs abonnés disposent de récompenses supplémentaires. Rien de folichon, mais le jeu vous le mettra tout de même sous le nez à chaque fenêtre de quête. Me voici déjà niveau 2 et le jeu me propose d'investir automatiquement mes points d'âme dans les compétences les plus adaptées à mon build. Si le jeu vous propose de choisir ces compétences pour vous, c'est parce que le système d'arbres de compétences peut rapidement perdre les nouveaux joueurs. En gros, vous avez le droit à 3 arbres en simultané. Libre à vous de choisir quelle compétence prendre dans quel arbre. Mais vous pouvez aussi choisir les arbres que vous souhaitez utiliser. Rift est très permissif au sujet de votre personnalisation de classe. C'est pour ça qu'une même classe peut être tank, heal, DPS ou soutien. Lorsque vous taguez en donjon, on vous demande même quel rôle vous souhaitez y remplir. Pour construire votre propre set, il suffit de s'adresser au bon PNJ, mais je laisse le tuto vidéo intégré au jeu vous expliquer tout ça.
Ce didacticiel porte sur les rôles. Vous y apprendrez comment utiliser un puissant outil permettant de personnaliser vos personnages avec d'innombrables options. Changer de rôle à la volée signifie que votre personnage tank peut, en un clin d'œil, se mettre à soigner d'autres joueurs. Au début, votre personnage n'a qu'un seul rôle. Pour en obtenir plus, vous devez en acheter auprès d'un entraîneur de classe. Choisissez « Acheter un nouveau rôle ». Une fois le rôle acheté, vous pouvez y accéder grâce au bouton « Rôle » de la fenêtre de votre arbre des âmes. Une fois le rôle sélectionné, appuyez sur le bouton « Activer » pour rendre votre nouveau rôle actif. Lors de la première activation, vous pouvez choisir un profil prédéfini ou en créer un personnalisé. Libre à vous de tester différentes combinaisons jusqu'à trouver celle qui vous convient le mieux. Le doubleur des tutos a une vraie vibe formateur en ligne qui présente son PowerPoint. Je l'adore. Si vous suivez ma série de vidéos sur des MMO, ce système de choix d'arbres devrait vous être familier. Mais Arcade date de 2013 et Rift de 2011. Je poursuis mes quêtes d'intro et voilà que le jeu me donne un sac. Sac que je peux équiper dans un slot dédié pour augmenter mon inventaire. Oups, pardon, mauvais enregistrement. Arrivé au bout de la zone de tuto, il est temps de me renvoyer dans le passé. Ce bout de scénario nous introduit aux failles. Les failles, ce sont ces événements aléatoires auxquels vous pouvez participer avec d'autres joueurs. Rappelez-vous, il y a plusieurs phases nécessitant de vaincre différentes vagues d'ennemis et votre progression vous est indiquée via cette icône en haut de votre liste de quêtes. La matrice temporelle est stabilisée. Mais j'ignore encore combien de temps je pourrai la garder ouverte. Traversez vite la machine à voyager dans le temps. Courage, renégats! Retournez dans notre passé et faites-vous prophète de ce futur tumultueux. Les cultes libéreront les dragons. Le voile s'effondrera. Et Régulos pondra sur Tellara pour commander sauvagement notre extermination. Si vous n'empêchez pas ces événements d'arriver, tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce pourquoi nous sommes sacrifiés, sera réduit à néant. Vous seuls pouvez changer l'histoire, renégats. Vous êtes l'espoir d'un avenir meilleur sur Tellara. À peine arrivés, les forces sur place sont débordées par un assaut ennemi. Pas de temps à perdre, en tant qu'être élu, on compte sur vous pour sauver Tellara. En vrai, réfléchissez-y un instant. Je suis née dans une usine il y a littéralement 1 heure tout au plus. On m'a jeté dans un portail pour me renvoyer dans le passé et j'ai même pas le temps de souffler ou de me demander c'est quoi le problème avec tous ces gens. Qu'on m'ordonne d'attaquer plus de trucs. L'exploitation est réelle. Rift dispose de tout un tas de petites fonctionnalités qui vous simplifient la vie. Vous lootez un ennemi, les ennemis proches sont lootés au passage. Vous tentez une faille en même temps que d'autres joueurs, un bouton pour créer un groupe apparaît. Vous réalisez une quête nécessitant l'utilisation d'un objet, le dit objet cliquable est affiché dans votre résumé de quête. Un ennemi proche fait partie d'une quête en cours, le survolé l'indique. La carte est découpée en différentes zones et les niveaux recommandés sont explicitement indiqués pour vous indiquer où vous rendre ensuite. En revanche, si vous avez 2 armes identiques et que vous tentez d'en équiper une nouvelle, le jeu vous équipera toujours sur le premier slot, même si celle équipée sur le second est moins bonne. Ah, je vous avais déjà prévenu par le passé. Je peux être chiante sur d'infimes détails, mais vous l'aurez compris à mon énumération, Rift est un jeu très peaufiné. On a une base solide avec tous les ajouts de confort nécessaires pour que votre expérience en jeu soit intuitive. Alors que je poursuis mes suites de quêtes, une alarme retentit, indiquant le début d'une invasion. Si vous pouvez trouver des failles en permanence, parfois, des invasions débutent dans les zones. Un ennemi nommé se prépare à lancer une attaque et ses failles s'ouvrent, tandis que des groupes d'ennemis attaquent les différents camps. C'est à ce moment que tous les joueurs présents doivent arrêter leur encours pour participer aux objectifs s'affichant. Les objectifs en question dépendent de l'invasion, mais généralement on parle de défendre des camps, fermer des failles ou réunir des ressources en tuant des ennemis. Une fois tous ces objectifs remplis, un boss apparaît et tous les joueurs se rejoignent pour le combat final. C'est le gameplay que les développeurs considéraient comme le mauvais exemple à ne pas suivre habituellement, puisqu'on n'interrompt pas un joueur dans ses actions. J'en suis l'exemple parfait. Je viens d'arriver dans le jeu, une invasion se lance. Comme la plupart de la carte commence à pulluler d'ennemis, tuant même certains NPC de quête, il semble plus sensé de mettre en pause mes quêtes le temps de l'event. Mais bon, pour cette fois, comme je viens littéralement d'arriver, je préfère observer les combats de loin et poursuivre mon introduction à Tellara. Autre élément qui fera plaisir aux joueurs de WoW, Rift dispose d'exploits. Ici, je parle pas d'offé à la FF14, vous incitant juste à monter une classe niveau maximum ou finir un donjon. On parle vraiment d'exploits liés à des quêtes ou des actions précises, un peu obscures et il y en a plus de 45 000.
C'est quelque chose que j'adore faire sur WoW, quand j'en ai assez du endgame, et je trouve que c'est un excellent moyen de pousser des joueurs à s'intéresser à l'univers d'un MMO. Ah, et voici le tutoriel des dimensions. Les dimensions sont des zones instanciées propres à chaque joueur permettant de décorer un espace comme on l'entend. Une fois le tutoriel terminé, j'ai eu aucune raison d'y remettre les pieds. Mais sachez que ça existe, tout comme les sbires d'ailleurs. J'ai pas approfondi la chose puisque comme les dimensions, j'avais pas vraiment de motivation à le faire, mais c'est un mini-jeu de collection de cartes que vous envoyez par la suite en aventure. Je réemploie la technique testée et approuvée du attirer un élite beaucoup trop haut niveau pour moi jusqu'à des PNJ pour qu'il me le tue, et me voici dans un village de pêcheurs. Comme tout bon village de pêcheurs qui se respecte, on m'y introduit la couture. Oui bon, ok la pêche aussi. Simple et efficace. On se met au bord de l'eau, appuie sur sa canne et quand un poisson mord, on le remonte. Ces prises peuvent ensuite être utilisées pour cuisiner et obtenir ainsi des items de heal. Dans la même zone, des PNJ sont là pour présenter les différents métiers disponibles. Ils sont séparés en deux catégories. Les professions liées au ramassage, boucher, mineur, ramasseur, celles liées au craft, tailleur, fabricant de runes, artificier, fabricant d'armes ou d'armure. Vous pouvez apprendre 3 professions à la fois, donc à vous de choisir celle que vous préférez, ou qui vous semble avoir la meilleure synergie. Avec tout ça, me voici déjà niveau 10. Et pour m'en féliciter, le jeu m'invite à ouvrir la boutique pour y récupérer un cadeau. Inciter le joueur à ouvrir le shop pour lui montrer par l'exemple son existence. Check. Puisqu'on l'a ouvert, survolons-le rapidement d'ailleurs. Pour commencer, 20 € vous donneront 3250. On va dire cristaux. 100 €, 18 500 cristaux. Vous avez aussi un abonnement mensuel de disponible. Un mois seul vous reviendra à 13 € et vous octroiera des remises en boutique. Des récompenses quotidiennes, des montures plus rapides et des bonus d'expérience. Ajoutez à ça qu'un abonnement vous permettra de passer en tête des files d'attente. Vous pourriez aussi être tenté par le pack essentiel pour élus, vous débloquant 2 emplacements de sac et tout un tas de rôles pour vos classes. Tout ça pour 5400 cristaux. Donc il faudra passer par le pack à 50 €. Ouchim. Sinon, pourquoi ne pas craquer pour le sésame qui vous propulsera niveau 65 ? Encore une fois, pour 5400 cristaux seulement. Vous voulez pouvoir monter plus de professions en simultané ? 1080 cristaux. Allez, on n'est pas des monstres. Pour un peu d'argent in-game, pourquoi ne pas craquer pour ce sac 10 emplacements ? Là, on a fait que regarder l'écran d'accueil. Laissez-moi farfouiller, voir si je trouve des trucs aberrants. Bon, on a des boosts d'XP parce que farmer c'est pour les pauvres, bien entendu. Ah bah tiens, on a une section dédiée à l'équipement. Vous pensez que c'est juste des skins ? Bien sûr que non. Il y a énormément d'objets dans cette boutique et beaucoup font référence à des concepts spécifiques à Rift. Donc c'est dur de vraiment tirer des infos du reste. J'ai donc fait ce que toute personne censée des internets fait. J'ai demandé à Google. Donc a priori... Dans ce cadeau spécial niveau 10, on retrouve un autre cadeau qui ne sera ouvrable que niveau 20, suivi par un autre niveau 30, et etc. j'en déduis. De quoi gagner de l'expérience plus vite, ou encore du stuff. Sauf que vous voyez, moi, ce cadeau on me l'a proposé alors que je viens de fermer une faille. Le niveau 10 m'a débloqué au passage des tutos, et la faille me propose du butin. Plus le fait qu'on soit actuellement en pleine invasion et que j'ai ce magnifique cristal à ramener, sans parler de toutes ces quêtes qui s'accumulent parce que le jeu ne fait que me proposer des à côté. Donc bon. Sous la pression des alertes d'invasion, je laisse de côté ma fenêtre de cadeau et vais récupérer le cristal. L'action ferme automatiquement le cadeau. Ok, bizarre mais c'est pas grave, j'aurai qu'à le rouvrir plus tard. Ah non, il est plus dans mon inventaire. Bon, le système de butin de faille est aussi là pour récupérer le loot de quête quand son inventaire est plein. Il a dû finir là-dedans. J'ai eu beau marteler ce bouton, le jeu n'a jamais voulu m'ouvrir la fenêtre. Adieu, petit boost du débutant. Je suis sûre que tu étais incroyable. Mais pas le temps de s'apitoyer, on a des tutos à rattraper. Le niveau 10 nous introduit au système de tandem. Dans l'idée, Rift veut absolument que vous soyez en mesure de jouer avec vos amis, peu importe les niveaux qui vous séparent. Si vous rejoignez un groupe avec un niveau plus élevé que le vôtre, le jeu vous passera à ce niveau tout en continuant à vous donner de l'expérience adaptée à votre vrai niveau. L'inverse est tout aussi vrai. Si vous avez dépassé le niveau d'une zone mais que vous souhaitez y finir les quêtes sans rouler sur tout, vous pouvez choisir de baisser votre niveau. Très pratique et très cool pour avancer à votre propre rythme tout en continuant à profiter de soirées avec vos amis. Le niveau 10, c'est aussi le niveau des aventures instantanées. Ces aventures sont un moyen de monter de niveau sans avoir à suivre les quêtes d'histoire d'une zone. Il en existe 2 types. Les instantanés et les intrépides. Les instantanés vous envoient dans un groupe de raids pour accomplir différentes tâches sur une map. Vous êtes téléporté et allez par exemple devoir tuer une quinzaine de mobs, ramasser une dizaine d'objets, puis fermer une faille.
Une fois les actions dans la zone terminées, on va immédiatement vous proposer de vous téléporter vers une autre zone et rebelote. Basiquement, on vous fait faire tous les objectifs de quête du coin, mais sans avoir à parler au PNJ et en vous téléportant entre les différents objectifs. Vous pouvez d'ailleurs être téléporté dans une zone plus haut niveau, comme ça a été mon cas, et vous retrouver à découvrir une carte ainsi. Si vous gérez bien votre temps dans la zone, il vous est même possible d'accepter les quêtes du coin pour finir et vos objectifs d'aventure, et vos quêtes, et vos carnages. Les carnages, c'est quand vous attaquez certains monstres et que ça vous demande automatiquement d'en tuer un nombre fixe. Tant que vous ne quittez pas le groupe, le jeu continue de vous envoyer d'objectif en objectif. Ici, on farm. On n'a pas le temps de marcher et tous les objectifs sont d'ailleurs chronométrés. Mais bon, il y a plus grand monde qui tente ces aventures. Même un samedi soir, j'ai été groupé qu'avec un seul autre joueur. Dans ce cas, que sont les aventures intrépides? Pour les intrépides, le jeu vous envoie directement dans un raid. Oui, un raid. Pour ma tentative par exemple, j'ai spawn en plein milieu d'un raid niveau 65. Avantage, c'est plus peuplé. Inconvénient, c'est strictement la même chose que les aventures instantanées. On se fait téléporter dans le raid, on tue 15 ennemis, on ressuscite 15 mecs par terre, on clique sur 20 bidules, puis on affronte un boss. Oh, vous avez fini? Bon bah, on vous téléporte à la zone d'après alors. Faudrait pas que vous marchiez entre deux objectifs, et que vous vous ennuyiez après tout. Peut-être que dit comme ça sonne pratique. Mais dans les faits, c'est chiant à en crever. On passe son temps à courir dans tous les sens dans des salles immenses parce que les objectifs avec lesquels on doit interagir ne sont pas fixes. Ils spawnent de façon aléatoire dans ces grands espaces et font que tout le groupe est éparpillé. On perd un peu de la splendeur d'un raid où un énorme groupe de joueurs s'unit pour affronter une menace. Vous pensez que la téléportation entre chaque zone de boss est pratique? Dans les faits, ça fait surtout qu'on n'a plus aucun repère. Est-ce que je suis toujours dans le même raid? Comment ces salles sont liées? Aucune idée. Qui sont ces ennemis qu'on terrasse les uns après les autres? Allez savoir. En temps normal, un raid c'est souvent le contenu de fin d'une extension. Vous parcourez des zones tandis qu'on vous distille du lore en vous présentant les différents antagonistes ainsi que les personnages que vous devez sauver. Ce parcours est jalonné de donjons pour commencer à vous habituer à un travail de groupe et possiblement des patterns. Puis au bout de tout ça, se présente le raid. En général, on parle de plusieurs heures passées à braver les différents boss qui s'y trouvent avec de grands groupes de joueurs. Vous entrez dans le raid, les personnages que vous avez croisés au cours de l'aventure sont là pour vous épauler. Vous parcourez les salles, avançant en groupe avant de vous arrêter devant une salle de boss. Là, on prend le temps de se reposer. Les plus expérimentés peuvent distiller quelques explications pour que le combat se passe au mieux. Les supports buff, et l'attaque est lancée. L'action se répète pour chaque boss avant d'arriver au boss final. Souvent majestueux, mis en scène avec des patterns qui lui sont uniques et récompensant vos efforts d'une cinématique, venant conclure vos affrontements ou tout au moins d'un discours triomphant de vos alliés. Les membres de votre raid se félicitent, ça se chamaille gentiment pour les loots, et vous avez peut-être même ajouté un nom ou deux de personnes fort sympathiques à votre liste d'amis pour refaire des runs avec eux. Sur Rift, j'ai aucune idée de qui sont ces gens, j'ai aucune idée de qui sont ces boss, j'ai aucune idée de pourquoi on est là. Même, j'ai aucune idée de mon rôle ici déjà. Hi, I'm Hal Hanlon, and this is Joy of Dimensions. Thanks for tuning in. As you remember from last week, we had built this cabin here. We'd built it out of all kinds of different pieces in our dimension, and we put these point lights in. It's a nice watery scene. Instead, let's put something happy. That's my sky right there. Yep. That is a place I could bring my son and my wife. Heck, I could bring my whole guild. We could have a dance party right out here in front of the cabin. J'accorde une grande importance aux univers dans lesquels j'évolue. J'aime connaître l'histoire d'un boss avant de le tomber et j'aime avoir un minimum de relations avec les personnages qui m'accompagnent dans mes aventures. Les aventures de Rift vous privent de tout ça. On cherche juste à enchaîner le plus de contenu le plus rapidement possible pour s'assurer que vous ayez jamais l'idée de vous arrêter. Si bien que vous finissez par quitter parce que vous êtes réellement fatigué d'enchaîner sans les comprendre tous ces objectifs sans aucun temps mort. Donc oui, dans les faits, ça permet de level up très vite, mais dans le principe, c'est juste épuisant. Et vous voulez connaître le pire dans l'histoire? Le pire, c'est que le jeu est tout le temps si pressé de vous donner plus de contenu que vous vous prenez rapidement les pieds dans le tapis à tenter de tout faire. Pour ce script, j'essaye de rassembler au maximum les événements et les explications. Mais dans les faits, le jeu vous oriente en permanence vers autre chose. Les quêtes ont toutes les mêmes icônes à l'exception des quêtes répétables. Donc déjà, vous ne savez jamais quand vous suivez une quête principale ou bien une secondaire. À part si vous prenez le temps de lire les sous-titres. Et encore là, il y en a tant que bonne chance pour les séparer. Peut-être que vous tentez de rester concentré sur vos quêtes d'histoire, croyez-moi. Quand des groupes d'élites courent dans tous les sens et tuent les PNJ nécessaires à vos quêtes, tandis que des alarmes résonnent toutes les 5 minutes, c'est vraiment compliqué. Sauf que si vous vous laissez embarquer, fort est à parier que vous allez finir à l'autre bout de la carte.
Vous allez revenir sur vos pas, récupérer 10 quêtes en chemin et mettre un temps fou à vider votre journal. Si vous vous laissez entraîner dans des aventures, vous allez peut-être quêter dans la zone d'histoire suivante. Sauf que 5 heures de jeu plus tard, quand le jeu vous la proposera, vous l'aurez déjà complètement exploré et n'aurez aucune envie de tout reparcourir. Pourquoi ne pas faire que les quêtes d'histoire dans ce cas? Je vous rappelle que c'est une tannée de les différencier du reste. Je dis pas que les différents systèmes mis en place sur Rift sont mauvais. Pour les invasions, lors de l'une d'entre elles, je me suis retrouvée agrupée avec un autre joueur qui m'a aimablement pointé les objectifs sur la map via des marqueurs. Une fois sur le boss de fin, cet autre joueur s'est boosté pour qu'on le tombe, et dans le langage universel des MMO, on a sauté sur place pour se féliciter de cette invasion évitée. Quant aux aventures instantanées, c'est un système particulièrement sympa pour pouvoir monter un nouveau personnage rapidement. Là, en l'occurrence, il n'y a plus assez de joueurs pour que les objectifs soient réellement fluides. Mais à l'époque, on pouvait facilement rester dans un groupe pendant 1 heure avec une vidéo YouTube en fond. Et j'insiste que c'est sympa pour monter un nouveau personnage. Pour quelqu'un qui débarque tout juste, ça ruine juste le plaisir de découvrir des zones ou des raids et ça détache de ses objectifs. Pour vous synthétiser mon expérience sur Rift, habituellement, j'écris mon script dans l'ordre chronologique de mon temps de jeu. Ici, mon expérience était bien trop décousue pour ça. J'ai fait le tuto, suis arrivée dans ma première zone en pleine invasion. Donc, j'ai quêté tout en tuant quelques élites ou fermant des failles quand c'était trop proche de mes objectifs. J'ai découvert les professions, mais l'invasion s'est intensifiée donc j'y ai participé. Je me suis fait rouler dessus par les élites, donc je suis retournée pêcher. Là, j'ai bien dû enchaîner de la pêche et de la cuisine pendant 1 heure avant de retourner à ma progression. Comme prendre des quêtes me menait à d'autres quêtes avant d'avoir fini les premières et que tuer des mobs déclenchait des carnages, j'ai fait pas mal de va-et-vient avant de me décider à partir pour la ville principale. Je m'attendais à un gros bout d'histoire ou quelque chose, mais on m'a noyé sous les quêtes et celle-ci ne faisait pas particulièrement sens pour moi. D'ailleurs, je crois y avoir croisé la madame qu'on voit partout sur le site et les promos du jeu. Mais je serais bien incapable de vous dire ce qu'elle fait ou qui elle est. Suivre une de ces nombreuses quêtes m'a téléporté dans une zone niveau 35. J'ai tenté de suivre la quête sur place, mais je trouvais pas l'un des objectifs. J'ai donc persévéré, suivi un scénario à base de chiens fantômes géants, mais l'objectif premier était toujours introuvable, donc j'ai fait demi-tour. De retour dans ma première zone, j'ai finalement affronté un ennemi qu'on me citait depuis mon arrivée. Mais une fois mort, y a pas eu de grande célébration ou quoi que ce soit. Juste moi, me demandant quelle quête pourrait bien me mener à quelque chose d'intéressant. Je me suis rappelé qu'en ville, on m'avait donné une quête pour me TP à la zone suivante. Donc je l'ai prise et me suis retrouvée dans la zone que j'avais déjà explorée en aventure instantanée. J'ai persévéré encore de soir, et il y a tout un tas de choses dont je vous ai même pas parlé. Rift a un super système de transmo. Les recherches de groupe sont limitées à un quota quotidien, mais de toute manière, ça ne toque jamais. Les aventures instantanées sont presque toujours vides, les aventures intrépides à peine mieux. Le jeu m'a offert 30 jours d'abo et il y a un système de récompense si vous vous connectez tous les jours. Les zones sont reliées sans chargement, mais le jeu est trop occupé à vous TP pour que vous le remarquiez. Rift vous prend pour un enfant hyperactif. Rift, c'est effectivement très similaire à WoW, mais si WoW était une vidéo YouTube d'1 heure, Rift serait un feed TikTok blindé de contenu rapide qui essaye de capter votre attention du mieux qu'ils le peuvent. Le jeu a peur que vous quittiez et essaye de tout vous faire vivre à 100 à l'heure en permanence. Je vous ai dit en intro que j'avais par le passé déjà joué à Rift. J'ai souvenir d'y avoir joué sérieusement pendant 1 mois au moins, ce qui signifie que le jeu était assez bon pour me garder en ligne tout ce temps. En revanche, je suis incapable de vous donner le nom du moindre personnage. Incapable de vous citer une quête marquante. Je suis même incapable de dire si j'ai quitté la première zone de ma faction. Quand j'y repense, je crois bien être tombée dans le piège des aventures instantanées, et les avoir enchaînées en les entrecoupant de donjons, jusqu'à ce que j'en sois lassée et que j'abandonne le jeu. Quand je demande à d'autres ex-joueurs de Rift, passagers comme moi, s'ils ont quitté la première zone, ils sont perplexes avant de me répondre que non, et qu'ils n'ont pas souvenir de grand chose. C'est le problème avec Rift. La base du jeu est solide, les systèmes bien faits et le jeu était même précurseur sur certains points. Mais Rift n'excelle en rien. Un jeu médiocre vous marquera par sa médiocrité. Un jeu excellent vous créera des souvenirs durables. Un jeu tout juste bon comme Rift se laissera oublier. Le marché du MMO est extrêmement concurrentiel. Rift se bat contre tous les autres free-to-play en plus de se battre directement contre WoW. Quand vous avez déjà investi du temps et que vous avez créé des liens forts sur WoW, pourquoi iriez-vous sur Rift alors qu'il ne se démarque pas et ne semble pas avoir d'avantage à vous offrir? Franchement, ça m'embête de le tourner ainsi parce que Rift est un MMO bien fait. Il méritait certainement de continuer à être développé jusqu'à atteindre ce point, qui fait dire qu'il a son petit quelque chose à lui, qui pousse à y retourner. Malheureusement, le jeu n'étant plus mis à jour, il n'aura jamais cette opportunité.